toutes et à tous. Vidéo 25. Un nouveau moment dans le cours, la troisième partie. Qui s'intitule Une politique des désirs, le chapitre 16 du traité théologico-politique de Spinoza. C'est donc un retour à Spinoza qui va boucler la boucle de ce cours. Après la première partie qui était consacrée au désir, cette fois-ci, le désir envisagé d'un point de vue politique. Le traité théologico-politique, c'est le grand livre de Spinoza sur justement le politique. Petit rappel, il écrit cet ouvrage pour essayer de comprendre la raison pour laquelle les citoyens de la démocratie des Pays-Bas ont accepté d'une manière passive le passage par un coup de force, un coup d'État, d'une démocratie à une monarchie. Donc Spinoza interrompt la rédaction de son chef-d'œuvre l'éthique pour écrire ce livre, une théorie politique, et nous verrons la raison pour laquelle, pour Spinoza, la démocratie est le meilleur des régimes politiques possibles. Je vais vous parler du chapitre 16, surtout, du traité théologico-politique. Je vous ai mis un texte assez long sur Appletree's, votre plateforme préférée, et la séance d'aujourd'hui va porter sur le début du texte, sur les débuts du texte, et vous verrez qu'avant de s'intéresser au désir, Spinoza parle du droit. Le chapitre 16 du traité théologico-politique s'intitule ainsi « Des fondements de l'État, du droit tant naturel que civil de l'individu et du droit du souverain ». Donc je vais vous le lire, encore une fois vous retrouvez le texte facilement sur Appletree's. Jusqu'à présent, dit Spinoza, notre souci a été de séparer la philosophie de la théologie et de montrer la liberté de philosopher que la théologie reconnaît à tous. Quelques commentaires. On reconnaît tout de suite la liberté, le terme est là, la liberté de pensée de Spinoza qui lui a valu l'excommunication de la communauté juive. Spinoza pense qu'il est assez mature et que sa pensée est nécessaire et suffisante pour interpréter de lui-même et par lui-même la Torah ou la Bible. Donc là, il entend se dégager de toute influence religieuse. Retour au texte. Il est temps maintenant de nous demander jusqu'où doit s'étendre dans l'état le meilleur, cette liberté laissée à l'individu de penser et de dire ce qu'il pense. Là, il y a une distinction importante, liberté de penser et l'expression de cette liberté de penser. Pour examiner cette question avec méthode, il nous faut éclaircir la question des fondements de l'État, et en premier lieu traiter du droit naturel de l'individu, sans avoir égard pour commencer à l'État et à la religion. Donc Spinoza ouvre son chapitre sur le droit naturel de chaque individu. Très important. Très important quoi, de comprendre sa conception du droit naturel. Par droit et institution de la nature, je n'entends autre chose que les règles de la nature de chaque individu, règles suivant lesquelles nous concevons chaque être comme déterminé à exister et à se comporter d'une certaine manière. Peut-être une première définition un petit peu délicate, j'y reviendrai. Dans la nature, au niveau de la nature, et chaque individu est partie prenante de la nature. Je ne suis pas, dit Spinoza, dans la nature comme un état dans un autre état, je participe pleinement à cette nature, et donc moi, en tant qu'être humain, je suis déterminé à exister et à se comporter d'une certaine manière en fonction des facultés, des moyens naturels dont la nature m'a doté. Mais c'est cette détermination qui est importante. Par exemple, les poissons sont déterminés par la nature à nager. Les grands poissons à manger les petits. Par suite, les poissons jouissent de l'eau et les grands mangent les petits en vertu d'un droit naturel souverain.
souverain. La souveraineté ici, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de ce droit. L'exemple de Spinoza, bien sûr, c'est de penser le droit naturel comme puissance. Il est dernière phrase, pour ce cours, pour cette vidéo, il est certain en effet que la nature considérée absolument a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire que le droit de la nature s'étend aussi loin que s'étend sa puissance. Alors, à première vue, je reviens sur cette définition du droit naturel. Cette définition énonce le droit au sens d'une faculté ou d'un pouvoir limité attaché à l'individu. Mais le contresens majeur, à mon avis, serait, selon Spinoza, d'interpréter ce droit, vous voyez, comme une qualité subjective, une qualité morale, une dignité particulière liée au libre arbitre ou à la raison de l'individu. Typiquement, quand on dit « je me donne le droit » ou « j'ai le droit de faire ceci plutôt que cela », je suis dans mon droit. Là, nous serions dans le contresens. Contresens pour bien comprendre ce qu'est le droit naturel. Chez Spinoza, le droit naturel donc n'est pas le bon droit, je suis dans mon droit, mais donc il n'est pas ce qui est exigible ou ce qui est permis dans une collectivité humaine. Mais donc, au contraire, le texte cherche à démontrer que le droit naturel dérive d'une conception de la nature comme puissance infinie de production et que par conséquent, le droit naturel de chaque individu, homme, femme bien sûr, mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, le droit naturel de chaque individu se définit donc non pas par une qualité subjective, mais par une puissance. Pour l'homme, ça devient ainsi, le droit naturel de chaque homme donc, se définit donc non pas par sa raison, mais par le désir et la puissance qu'il exprime dans la nature et qu'il peut exprimer en fonction des moyens dont la nature l'a doté. Voilà, c'était le petit 1, je vais le reprendre dans une prochaine vidéo. Le droit naturel, hein, c'est la puissance propre et légitime de chaque individu. Naturel. Important.